Le Real Madrid ne joue pas les finales. Il les impose, il les terrorise, il les écrase. Du moins, c'était censé être ça. Parce que ce soir, en finale de Supercoupe d'Espagne, ce qu'on a vu à Jeddah n'avait rien du Real Madrid mythique. On a vu une équipe recroquevillée, une équipe qui attend, une équipe qui espère survivre. Et face à elle, un Barça qui, lui, est venu jouer. Simplement jouer et gagner. Score final, Barça 3, Real Madrid 2, mais le vrai score est ailleurs. Le vrai score, c'est celui de l'âme du match. Le Real Madrid n'est pas une équipe comme les autres. Ce n'est même pas seulement un club, c'est une institution de domination, une machine historique construite pour écraser les époques et les adversaires. Le Real Madrid, ce sont 14 Ligues des Champions. Ce sont des remontadas impossibles. Ce sont des finales jouées comme des exécutions. C'est cette peur qui s'installe dans les yeux de l'adversaire quand il mène 1-0, 2-0 et qu'il sent que le Real est encore en vie. Le Real Madrid, c'est l'idée que le match n'est jamais fini tant qu'il est là. Et pourtant, ce soir-là, en finale de Supercoupe face au FC Barcelone, ce Real-là n'avait rien d'un empire. Il avait l'allure d'un club qui doute de lui-même. Regarde la composition. 5 défenseurs, 2 milieux à vocation d'abord défensive, 3 attaquants, coupés du reste de l'équipe, un bloc reculé, compact, prudent, presque craintif. C'était un Real Madrid qui ne venait pas pour imposer son football, mais pour le subir. Un Real Madrid qui envoyait un message implicite au monde du football. Prenez le ballon, faites le jeu, nous, on attendra l'erreur. Mais depuis quand le Real Madrid attend ? Depuis quand le club de Di Stefano, Zidane, Cristiano Ronaldo, Modric, Kroos et Benzema choisit-il de se cacher plutôt que d'attaquer ? Parce que ce Real Madrid-là n'est pas pauvre en talent. Il est saturé de génie. Tu as Jude Bellingham, l'un des milieux les plus complets de sa génération. Tu as Federico Valverde, un moteur qui peut jouer partout. Tu as Eduardo Camavinga, capable de porter le ballon, de casser des lignes, de contrôler le tempo. Tu as Rodrigo, un joueur de grand match. Tu as Vinicius Junior, l'un des ailiers les plus dévastateurs du monde. Avec un tel arsenal, tu devrais imposer ton rythme, dicter le jeu, asphyxier l'adversaire. Tu devrais faire reculer le Barça, l'obliger à défendre, lui faire sentir le poids de l'histoire du Real. Mais au lieu de ça, le Real a choisi de reculer, de laisser le Barça respirer, de lui donner le ballon, de lui offrir l'initiative. C'était un renversement de rôle presque surréaliste. Le géant qui attend, l'empereur qui espère, le roi qui joue la prudence. C'est comme voir un lion, parfaitement armé, parfaitement en forme, parfaitement dominant, se cacher derrière un buisson en attendant que sa proie fasse un faux pas. Ce n'est pas dans la nature du Real Madrid. Ce choix tactique n'est pas seulement un plan de jeu. C'est une déclaration psychologique. Cela signifie que quelque part, dans la tête du staff et des joueurs, il y avait cette idée dangereuse. Peut-être que le Barça est plus fort que nous dans le jeu. Et ça, pour le Real Madrid, c'est déjà une défaite. Car le Real peut perdre des matchs. Mais il n'a pas le droit de perdre sa nature. Et sa nature, c'est la domination. Et quand tu fais ce choix, quand tu décides de reculer, d'attendre, de céder le contrôle, tu définis immédiatement la nature du match. Ce n'est plus une bataille d'idées, c'est une opposition de philosophie. Ce soir-là, il n'y avait pas simplement le Real Madrid et le FC Barcelone. Il y avait deux visions du football. D'un côté, une équipe qui voulait le ballon, une équipe qui voulait le tempo, une équipe qui voulait respirer à travers les passes. Le Barça avançait comme une vague. Pedri recevait, orientait, temporisait. De Jong cassait des lignes par la conduite ou la passe. Yamal étirait la défense, obligeait le Real à s'ouvrir. Rafinha attaquait les espaces sans cesse avec une précision chirurgicale. Le Barça ne cherchait pas seulement à marquer, il cherchait à étouffer. Et face à ça, le Real Madrid avait fait un choix radicalement différent. Il ne voulait pas construire, il ne voulait pas contrôler, il voulait résister. Le Real jouait comme une équipe de contre, bloc bas, ligne serrée, dégagement rapide vers l'avant. Ballon balancé vers Vinicius ou Rodrigo avec l'espoir que l'un d'eux transforme une miette en but. Ce n'était pas du jeu placé, c'était du jeu de survie. On aurait dit une équipe qui jouait chaque minute comme si elle attendait le prochain éclair, le prochain accident, la prochaine faille du Barça. Et dans l'absolu, c'est un pari dangereux. Parce que donner le ballon à une équipe comme le Barça, c'est lui donner le pouvoir de te fatiguer, de t'user mentalement, de t'obliger à défendre sans cesse. Mais avec le Real Madrid, ce genre de pari est toujours ambigu, parce que le Real, historiquement, est la meilleure équipe du monde pour transformer le chaos en or. Ils n'ont pas besoin de dominer pour tuer. Ils n'ont pas besoin de 70% de possession pour frapper. Ils n'ont besoin que de 2 secondes. Un ballon mal négocié, une transition mal gérée, un appel de Vinicius, un dribble de Rodrigo, et tout bascule. C'est ça, le paradoxe éternel du Real Madrid. Ils peuvent te laisser croire que tu contrôles, ils peuvent te laisser croire que tu joues mieux, et en un instant, ils te rappellent que dans le football, la maîtrise ne vaut rien sans la lucidité.
Ce soir-là, le Barça jouait le football, le Real jouait le destin. Et c'est ce duel-là, contrôle contre chaos, qui a donné à cette finale toute sa tension. Et c'est précisément dans ce football de transition, dans ce chaos que le Real accepte et même provoque, que sa vraie nature réapparaît. Car même lorsqu'il refuse le contrôle, le Real Madrid ne renonce jamais au danger. Le premier but en est la preuve éclatante. Un ballon qui arrive dans les pieds de Vinicius, un face-à-face avec Jules Koundé. Et soudain, tout s'accélère. Il y a ce petit pont, presque insolent, il y a ce crochet qui déséquilibre le défenseur, et puis cette frappe nette, sèche, chirurgicale. En une poignée de secondes, Vinicius a transformé une situation anodine en catastrophe pour le Barça. C'est le football brut, le football de la rue, celui qui ne demande ni structure ni permission, celui qui repose sur l'instinct, la vitesse, la confiance absolue. Ce soir-là, Vinicius était dans cet état rare où chaque ballon reçu devenait une menace. À chaque prise de balle, le camp blaugrana retenait son souffle. À chaque accélération, la défense reculait d'un pas de plus. Il n'avait pas besoin d'un système, il n'avait pas besoin d'un plan, il n'avait besoin que d'un espace. Et c'est là que le paradoxe du Real Madrid éclate au grand jour. Car quand Vinicius et Rodrigo sont lancés, quand ils peuvent courir, combiner, improviser, ils sont parmi les duos les plus dangereux d'Europe. À deux, ils peuvent faire vaciller n'importe quelle défense. À deux, ils peuvent créer le chaos. Mais à 11, ce Real-là ne joue pas. Il n'existe pas comme une équipe. Il n'y a pas de liant, pas de continuité, pas de structure offensive capable de porter leur talent. Tout repose sur l'exploit individuel, sur le dribble, sur la fulgurance, sur le génie. Et le génie, par définition, ne peut pas être la seule stratégie d'un club qui se veut le plus grand du monde. Ce Real Madrid peut faire très mal, mais il le fait de manière fragmentée, isolée, presque accidentelle. C'est une équipe capable de frapper comme un éclair, mais incapable d'illuminer toute une tempête. Et c'est précisément cette contradiction qui a marqué toute cette finale. Et pendant que le Real Madrid vivait de fulgurance isolée, pendant qu'il misait tout sur l'éclair de Vinicius ou l'instinct de Rodrigo, le FC Barcelone, lui, construisait quelque chose de plus durable, un jeu. Un jeu fait de mouvements, un jeu fait de passes, un jeu fait de compréhension collective. Le Barça n'était pas là pour attendre, il était là pour imposer. Et au cœur de cette machine, il y avait Rafinha. Rafinha dans l'état de grâce, Rafinha dans la peau d'un leader offensif, un doublé. Mais pas seulement 2 buts, des appels incessants, des courses dans le dos, des frappes sans hésitation. Une lecture du jeu qui faisait constamment reculer la défense madrilène. À chaque fois que le Barça avait besoin d'un décalage, il était là. À chaque fois qu'il fallait une prise de risque, il répondait présent. Et derrière lui, il y avait Pedri. Pedri, le métronome, le cerveau. Celui qui ne force jamais une passe, mais qui trouve toujours la bonne, toujours disponible. Toujours orienté vers l'avant, toujours juste dans le tempo. Pendant que le Real balançait, Pedri organisait. Pendant que le Real survivait, Pedri dictait. Et puis il y avait Lamine Yamal, l'insouciance du génie, le dribble qui casse une ligne, la fixation qui crée l'espace, la créativité qui déséquilibre une défense figée. Le Barça n'a pas été parfait, non. Il y a eu des pertes de balles, il y a eu des moments de flottement, il y a eu de la nervosité, mais il a été cohérent. Son idée n'a jamais changé, son intention n'a jamais vacillé, et surtout, le Barça a été courageux, courageux de jouer, courageux de garder le ballon face au Real, courageux de ne pas reculer même quand le danger approchait. Et dans une finale, le courage est souvent la première étape vers la victoire. Et c'est là que tout le paradoxe du plan madrilène s'effondre. Parce que oui, l'intention était claire. Bloquer les espaces, fermer les lignes, frustrer le Barça. Et frapper sur un contre, comme un voleur dans la nuit. Sur le papier, cela pouvait se défendre. Mais le football ne se joue pas sur le papier. Il se joue dans les duels, dans la concentration, dans la rigueur. Et même dans leur propre forteresse, les Madrilènes ont fissuré. Le premier but de Rafinha est une alarme que personne n'a entendue. Une situation simple, un joueur qui arrive lancé, un défenseur qui recule, aucun soutien, aucune couverture. 3 secondes d'hésitation. Et c'est déjà trop tard. Un club qui joue bas doit être chirurgical dans sa défense. Chaque pas doit être coordonné. Chaque intervention doit être synchronisée. Mais là, il n'y avait ni agressivité, ni communication, ni leader pour sortir la ligne et couper l'action. Et puis, il y a le but de Lewandowski. Un appel droit, presque scolaire. 2 défenseurs qui regardent. Personne qui anticipe. Personne qui coupe la trajectoire. Lewandowski n'a rien inventé. Il a juste fait ce que font les grands numéros 9 depuis 30 ans, attaquer l'espace entre 2 défenseurs qui doutent. Alors, une question s'impose. Pourquoi bétonner si c'est pour défendre comme ça? Pourquoi renoncer au ballon si c'est pour offrir des buts aussi simples? Tu ne peux pas choisir l'anti-football sans être irréprochable derrière. Le Real, ce soir-là, a voulu être prudent, mais il a fini par être fragile. Et dans un classico,
la fragilité est une invitation au drame. Puis vient le moment qui fait basculer la dynamique émotionnelle du match. Frenkie de Jong est expulsé. Oui, il y a rouge. Le pied est haut. Le contact est dangereux. Mbappé en rajoute, il théâtralise, mais la faute existe. Dans le football moderne, ce geste est sanctionné. Et soudain, le Barça se retrouve à 10 contre 11, dans une finale, face au Real Madrid. À ce moment précis, l'histoire semblait vouloir s'écrire autrement. Le Real avance, le bloc monte, les ballons reviennent plus vite. La pression s'intensifie. Mais attention, ce n'est pas de la domination, ce n'est pas une prise de contrôle, c'est une poussée. Le Real n'a toujours pas de jeu, il n'a toujours pas de structure offensive, il n'a toujours pas de circuit de passe, il a juste plus d'hommes. C'est un siège, pas une conquête. On bombarde la surface, on cherche le rebond, on espère le ballon mal repoussé, on prie pour l'erreur. Et dans ce chaos, bien sûr, le Real reste dangereux parce qu'il a Vinicius, parce qu'il a Rodrigo, parce qu'il a cette capacité presque mystique à transformer la confusion en occasion. Mais ce n'est pas de la maîtrise, c'est de la pression brute. Et dans une finale, la pression peut suffire. Mais elle ne garantit jamais la justice du résultat. Et jusqu'à la dernière seconde, le scénario est resté suspendu. Parce qu'en fin de match, le Real Madrid a des occasions, de vraies occasions, des ballons qui traînent, des centres qui passent, des frappes qui frôlent. À cet instant, tout peut basculer. Le 3-3 est possible. Le 4-3 n'est même pas une folie. C'est ça le Real Madrid. Même quand il joue mal, même quand il souffre, même quand il doute, il reste une menace permanente. Il n'a pas besoin de dominer pour tuer. Il lui suffit d'un moment. Mais le football, parfois, se souvient. Il se souvient de qui a osé, de qui a proposé, de qui a porté le jeu. Et ce soir-là, il s'est montré juste. Il a récompensé l'équipe qui a joué, l'équipe qui a pris des risques, l'équipe qui a voulu le ballon plutôt que l'attente. Le FC Barcelone, ce match n'est pas seulement une défaite, c'est un signal d'alarme, une alerte rouge clignotante dans l'histoire récente du Real Madrid. Parce que tu peux perdre une finale, même le plus grand club du monde perd parfois, mais ce que tu ne peux pas te permettre, c'est de te renier. Tu ne peux pas être le club le plus titré de l'histoire, le club des nuits européennes impossibles, le club des remontadas mythiques, et te présenter dans une finale comme une équipe qui joue pour survivre. Quand tu as Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Valverde, Camavinga, tu n'as pas le droit de choisir la peur plutôt que l'audace. Tu n'as pas le droit de préférer l'attente au contrôle. Tu n'as pas le droit de troquer la domination contre l'anti-football. Le Barça a gagné ce match. Mais la vraie secousse est ailleurs. Elle est dans ce que le Real Madrid a montré de lui-même. Un géant hésitant, un géant qui recule, un géant qui doute. Et dans le football, c'est peut-être la chose la plus dangereuse. Parce que quand un géant doute, il n'est plus une menace pour les autres. Il devient une menace pour sa propre légende.